seulement souligner le fait que différentes réactions esthétiques sont possibles, selon que nous avons affaire à une œuvre d'art ou à sa réplique matérielle. Bien entendu, nous savons aussi que tout ce qui fait partie du monde, ainsi que toute combinaison d'objets dans le monde, peut être la réplique matérielle d'une œuvre d'art, sans qu'il s'ensuive que le nombre d'œuvres d'art soit équivalent au nombre des objets et des combinaisons d'objets qu'on trouve dans le monde. Il suffit de penser au nombre d'œuvres d'art qui peuvent correspondre à un simple carré de toile rouge. On sait que John Stuart Mill tomba dans une sorte de mélancolie typique du XIXe siècle, à l'idée qu'il n'existe qu'un nombre limité de sons, que les combinaisons musicales ne sont donc pas illimitées et qu'elles seront épuisées tôt ou tard, ce qui, pensait-il, signifiera la fin de la création musicale. Comme si la relation entre la composition musicale et les combinaisons de sons était tellement différente de celle existant entre les œuvres d'art et leurs répliques matérielles. En réalité, la musique n'est nullement finie en un sens qui puisse nous intéresser. Il existe certainement des œuvres d'art, et même des œuvres d'art importantes, dont les répliques matérielles sont belles. On les trouve belles de la même manière dont on juge beaux certains objets naturels, des pierres précieuses, des oiseaux, des couchers de soleil, autant de choses en face desquelles n'importe quel être humain, quel que soit son degré de sensibilité esthétique, est susceptible de réagir spontanément. Peut-être s'agit-il d'une supposition risquée. Après tout, il est possible qu'il y ait des marins qui s'intéressent au coucher de soleil uniquement parce qu'il annonce le temps qu'il fera, de même que certains paysans peuvent être indifférents aux fleurs qu'ils piétinent. Il se peut qu'il n'existe pas de cas paradigmatique d'une chose face à laquelle tout le monde réagirait esthétiquement. Admettons néanmoins qu'il existe un groupe de personnes qui ait une réaction de nature esthétique, précisément en face de choses qui nous semblent des exemples paradigmatiques. Des champs de jonquilles, des minéraux, des pans, des objets flamboyants et irisés qui semblent s'illuminer de l'intérieur. Autant de choses qui les amèneraient à s'exclamer, exactement comme nous le ferions et presque involontairement, comme c'est beau. Ces personnes classeraient exactement de la même façon que nous les choses qu'elles trouvent belles. Cependant, admettons qu'il s'agisse de barbares qui ne disposent pas du concept d'art. Ils réagissent comme nous à certaines œuvres d'art et à certains objets naturels, mais ils sont sensibles uniquement à des œuvres dont la réplique matérielle est belle, simplement parce qu'ils voient les œuvres d'art comme nous le voyons leur réplique matérielle, c'est-à-dire comme de beaux objets. Les rosaces de Chartres ou les vitraux du XIIIe siècle en général, certaines œuvres en émail, les objets ouvragés par les orfèvres grecs, la salière réalisée par Cellini, le genre d'objets que collectionnaient les Médicis et les derniers Habsbourg, des camées, des parures, des pierres précieuses et semi-précieuses, des dentelles et des objets en filigrane, toutes choses rayonnantes et aériennes dont la possession était un peu comme la possession d'une partie de la Lune, à l'époque où on la considérait encore comme un astre rayonnant et non comme un amas de roches. Je suis certain que l'attraction qu'exercent de tels objets possède une raison profonde, mais je ne vais pas me lancer dans une rhapsodie jungienne. On n'a pas à chercher loin pour savoir pourquoi les maîtres anciens nous réchauffent le cœur. C'est parce que leurs œuvres captent le genre de lumière intérieure que possèdent les joyaux véritables. Elles possèdent un rayonnement propre qui s'ajoute à la lumière qu'éventuellement elles représentent. Même les barbouilleurs peuvent réussir à montrer la lumière, mais leur peinture ne possède d'autre luminosité que celle de la boue. Selon mon critère personnel, la grande peinture est en partie liée à ce mystère de la lumière, mais je me demande combien, parmi les grandes œuvres picturales de ce monde, pourraient être appréciées sous cet angle, c'est-à-dire en tant qu'elles possèdent cette grâce curieuse, si elles étaient perçues de la même manière que le sont leurs répliques matérielles. Pourrait-on encore dire qu'elles sont lumineuses, excepté lorsqu'elles représentent la lumière? Pensez à quelque œuvre graphique importante, puis essayez d'imaginer comment vous la verriez si vous étiez victime d'une sorte de dyslexie picturale. Vous n'apercevriez qu'un certain nombre d'éclaboussures, de taches, d'égratignures et de flaques. Il se peut que de cette manière de contempler une œuvre corresponde à celle que le formalisme nous conseille d'adopter envers tout ce qui est artistique. Mais pour autant que cette injonction ait un sens, il se pourrait bien que la beauté de l'œuvre s'évanouisse dès lors qu'on la réduit à sa réplique matérielle ou qu'on la remplace par elle, comme on remplace une princesse par un petit monstre.
fait, exiger que la beauté de l'œuvre soit identique à la beauté de sa réplique matérielle est pratiquement une définition du goût barbare, dont l'orfèvrerie des Scythes constitue un exemple magnifique. Cependant, une œuvre dont la réplique matérielle est belle peut fort bien être une œuvre de mauvais goût. Supposons maintenant que nos barbares sensibles à la beauté envahissent le monde civilisé en conquérant destructeurs comme les Huns. De même qu'en général, les barbares se réservent les plus belles filles pour agrémenter leur nuit. Imaginons que les nôtres, pour satisfaire leur curieux appétit de la beauté, ne ménagent que celles parmi les œuvres d'art qui ont une belle réplique matérielle. Il est sûr qu'un certain nombre de tableaux survivront, notamment les peintures à dorure sur feuille, certaines icônes au cadre richement ornementé, ou encore les tableaux aux couleurs brillantes d'une dureté minérale, comme ceux de Crivelli ou peut-être de Mantegna. Mais combien parmi les œuvres de Rembrandt, de Watteau, de Chardin ou de Picasso seraient conformes à ce critère? Pour pouvoir les apprécier, il faudrait d'abord les percevoir comme des œuvres d'art, ce qui supposerait que les sujets de notre Gedankenexperiment soient maîtres d'un concept qui, c'est du moins ce que nous avons supposé, leur fait justement défaut. Cela ne signifie pas que l'esthétique ne soit pas pertinente pour l'art. Mais il faut d'abord que la relation entre l'œuvre d'art et sa réplique matérielle soit correctement établie, avant que l'esthétique puisse entrer en jeu, bien qu'il soit possible que le sens esthétique soit inné. L'appareil cognitif qui est requis pour qu'il puisse jouer son rôle ne peut pas être considéré comme tel. Examinons la série des brushstrokes, ces œuvres remarquables que Roy Lichtenstein a réalisées à la fin des années 60. Il s'agit de peintures dont le sujet est le coup de pinceau, brushstroke, et lorsqu'on connaît l'importance de la facture du coup de pinceau dans l'expressionnisme abstrait des années 50, on voit tout de suite les tableaux de Lichtenstein comme des commentaires sur ce mouvement artistique. La problématique du coup de pinceau se situe à l'intersection logique de deux préoccupations concernant la substance picturale. La première s'intéressait aux pigments dans leur matérialité, c'est-à-dire à la substance dont depuis toujours les tableaux étaient faits, mais que les peintres avaient plus ou moins caché et neutralisé, ceci en faveur de l'importance accordée au sujet. Ce retour à l'aspect physique de la peinture faisait revivre en quelque sorte l'esprit de la révolte moderniste contre la répression de la chair à l'ère victorienne, révolte dont témoigne par exemple l'œuvre de D.H. Lawrence, mue par une sorte d'urgence prophétique. Il avait annoncé que nous sommes de la chair exactement de la même manière que les expressionnistes abstraits allaient proclamer plus tard que les tableaux, paintings, sont de la peinture, paint. L'expressionnisme abstrait utilisait donc les pigments en couches épaisses et évitait toute transfiguration, telle qu'elle avait été induite autrefois par les images et les sujets. La substance et le sujet étaient une seule et même chose. Puisque le sujet de son œuvre n'était autre chose que la peinture dans sa matérialité, l'artiste était un peintre au sens technique du terme, et l'acte artistique fondamental étant l'action de peindre. Il ne s'agissait pas de copier, d'imiter, de représenter, d'exprimer un message, mais simplement de peindre. C'est l'idée qu'a exprimée Harold Rosenberg en disant que l'artiste utilise la toile comme une arène. Il y exécute des coups de pinceau qui n'ont pas de signification cachée et sont tout au plus au sujet d'eux-mêmes. Il est vrai que peindre est une action, mais dessiner en est une aussi, tout comme copier, représenter, et ainsi de suite. En fait, il s'agissait d'un mouvement puritain qui ne s'intéressait qu'à l'acte artistique le plus fondamental, alors que les actions de copier, de représenter, impliquent l'action de peindre. Cette dernière n'implique aucune des premières. Elle était donc considérée comme l'acte fondamental. Il faut évidemment avoir intériorisé toute une métaphysique pour désirer aller à ce qui est fondamental. Une métaphysique qui distingue entre ce qui est fondamental et ce qui ne l'est pas, et que vient encore compliquer une attitude morale spécifique pour laquelle il n'y a que le fondamental qui importe. Tout le reste n'étant qu'hypocrisie. Bien entendu, on pourrait penser qu'une ligne droite est elle aussi fondamentale du point de vue de sa signification géométrique profonde, mais il est sans doute trop facile de voir les lignes comme générant des formes et donc comme jouant un rôle représentationnel. Il fallait donc étaler de larges et grasses traînées de peinture que le peintre appliquait avec le plus gros pinceau qu'il arrivait à manier, en décrivant un mouvement aussi ample que possible.
un coup de pinceau tellement consommé que la question de savoir ce que l'artiste réalisait à travers lui ne se posait guère. Il était impossible de s'intégrer à une image, il était à part, il était ce qu'il était. Soit dit en passant, la contribution de Kooning réside peut-être en partie dans le fait qu'il a montré que ces coups de pinceau violemment anarchiques, qui semblaient ne pas pouvoir être intégrés à une structure représentationnelle, se prêtaient à la formation d'images, qui l'eût cru, de femmes, non pas des Vénus, des Madones ou des Madame Renoir, mais des dames de peinture d'un caractère presque féroce, et qui semblaient prouver le fait qu'on leur ait donné l'existence. Le phénomène qui concentrait en lui toutes ces attitudes et qui est représenté de manière emblématique était la coulure, drip. Le statut des coulures était presque mystiquement exalté pendant les années 50, et il est facile de comprendre pourquoi. Aux époques antérieures, on les considérait généralement comme des accidents ou des imperfections, donc des signes d'incapacité. Cette manière de voir les choses a été réinventée de manière tout à fait charmante par les maîtres du graffiti métropolitain, puisque leurs assistants ont pour tâche de faire disparaître toutes les coulures. Les maîtres n'ont que mépris pour ceux qui permettent aux pigments d'avoir leur propre vie, ce qui est l'exact opposé de l'attitude des peintres des années 50. Autrefois, une coulure était considérée comme une violation de la volonté du peintre et ne pouvait avoir de fonction représentationnelle, donc elle défigurait immédiatement le tableau, comme une erreur typographique, déforme un texte. Ceci surtout lorsque la fonction du support matériel était de s'effacer au profit de ce qu'il voulait représenter. Il existait traditionnellement une complicité entre l'artiste et le spectateur. Ce dernier ne devait pas prêter attention à la matérialité de la peinture, mais par exemple s'extasier devant la transfiguration, et l'artiste de son côté s'efforçait de lui permettre d'adopter cette attitude, et pour cela il rendait la matérialité picturale aussi invisible que possible. Il existe bien sûr des exceptions. Rembrandt et Velázquez ont été des maîtres éminents dans l'utilisation des accidents de la pigmentation, et le Tintoret a refusé de collaborer avec le spectateur. La coulure en tout cas attire avec insistance l'attention sur la peinture comme substance matérielle. On peut donc dire que dans la tradition en question, les coulures ont joué le même rôle que les parasites atmosphériques dans la transmission de la musique, si l'on admet que le rôle de l'ingénieur acoustique consiste à rendre le support de transmission qui relie la source musicale à l'oreille de l'auditeur aussi transparent que le permettent les contraintes de la physique. Si on désirait attirer l'attention sur la fonction de la transcription avec l'audition musicale contemporaine, il faudrait au contraire considérer les parasites atmosphériques comme un signe d'intégrité qu'il faut entendre plutôt que noyer dans la musique. On peut donc dire que la technique du dripping est un monument érigé en l'honneur du hasard, de la spontanéité, de la vie propre de la peinture dans sa matérialité, à tel point que la fonction de la peinture semble se résumer à rendre possible les coulures. N'oublions pas que Pollock a été célébré pour avoir inventé cette technique, qui à l'époque était créditée d'une importance aussi grande que la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb ou celle de l'inconscient par Freud. Ce qu'il est plus important de noter, c'est que la technique du dripping n'est possible que lorsque la peinture est liquide. Elle ne détermine pas seulement sa consistance, mais encore la façon dont elle doit être appliquée. Les pâtés de peinture dilués dans un solvant et appliqués au pinceau font place à la batterie des pots de peinture et des baguettes servant à la remuer. La toile, quant à elle, effectue une rotation de 90 degrés. Elle abandonne sa position verticale sur le chevalet pour se retrouver en position horizontale, à même le sol, sur lequel le peintre rampe tel un dieu grenouille. Mais le dripping témoigne aussi de l'urgence de l'action de peindre, pure rapidité et pure passion. L'artiste projette des boucles et des arabesques excentriques sur la surface picturale. Il donne naissance à des ondées de peinture et à des explosions de gouttelettes. Comme il se borne à exécuter la volonté qu'a la peinture d'être elle-même, il n'exprime rien de personnel. Tout cet abrutissement étudié qu'affichait l'artiste taciturne, qui hantait en d'innombrables exemplaires le monde de l'art de l'époque. Bon nombre d'hommes et de femmes tout à fait intelligents envers ainsi à prétendre être en proie à une sorte d'autisme et à arborer des vêtements nullement tellement souillés de peinture qu'il suffisait déjà à témoigner de la proximité intime existant entre l'artiste et son œuvre. Le blue jean et les chaussures de travail tellement éloignées du veston en velours et du béret du temps de Whistler
connoter une sorte d'honnêteté prolétarienne et une attitude terre-à-terre. Il est intéressant de remarquer que dans l'œuvre de Liechtenstein, le dripping apparaît également, à côté de la référence au coup de pinceau. Ces peintures montrent ces mêmes coulures et coups de pinceau visqueux, gras, cette spontanéité incarnée, facile à reconnaître pour tous ceux qui sont au fait de la période faste de l'art de la 10e rue. Leur iconographie est patente. Et si je m'y suis tellement attardé, c'est parce qu'il est indispensable de comprendre d'abord leur sujet pour pouvoir apprécier la manière dont elles le traitent. La première chose qu'il convient de noter, c'est que les peintures de Liechtenstein ne possèdent pas les propriétés qui sont associées à leur sujet. Bien entendu, en général, cela semble tout à fait normal. Un paysage peint possède rarement les propriétés de ce qu'il montre. Mais dans le cas présent, ce fait revêt une signification particulière, puisque les peintures de Liechtenstein ont pour sujet la peinture. Elles montrent des coups de pinceau sans consister elles-mêmes en coups de pinceau. Le spectateur doit donc se rendre compte de l'écart qui sépare ce qui est montré de la manière dont c'est montré. La surface et le sujet étant virtuellement antinomiques. L'incompatibilité entre les coups de pinceau montrés et la manière dont ils sont possède encore d'autres aspects. Ils sont emprisonnés à l'intérieur d'épais contours noirs, comme on les trouve dans l'œuvre de Léger, ou plutôt dans les livres de coloriage des enfants. En revanche, les coups de pinceau qui sont le sujet des tableaux n'étaient pas ainsi délimités à seul mouvement à l'avance. Ils étaient répartis de manière dense sur la toile, dans un seul mouvement impulsif, et ils définissaient leurs propres limites. Autant leur émergence sur la toile affichait un esprit libre et affranchi, autant ceux de Liechtenstein ont un caractère presque mécanique, comme s'ils avaient été imprimés sur la toile. D'ailleurs, le peintre utilisa effectivement les points Ben-Day, typiques des techniques de la photogravure. De ce fait, ces toiles ont l'aspect de représentation mécanique des gestes vitaux. Mais les toiles de Liechtenstein possèdent encore un aspect supplémentaire. En effet, les points Ben-Day dans ces tableaux ne sont pas le résultat d'un processus d'impression, mais ont été peints à la main, c'est-à-dire déposés un à un sur la toile. Il s'agit donc d'une représentation artistique de procédés mécaniques. En ayant recours à la collaboration d'un grand nombre de ses étudiants à l'université Rutgers, Liechtenstein a quelque peu atténué la monotonie de ce procédé pictural, et il faut voir dans ce fait une sorte de commentaire consacré à la conception ridicule de l'artiste héros. Typique de l'époque, la technique du coup de pinceau signifiait l'exact contraire de ce que montre cette manière-ci de le représenter. L'utilisation des points Ben-Day possède donc une signification symbolique, profonde dans la mesure où ils encodent la manière dont nous percevons les événements importants de notre époque, à travers la photo tramée et l'écran de télévision. L'horreur des images des victimes de la guerre du Vietnam acquiert une dimension supplémentaire du moment que le mode de représentation mécanique est incorporé à l'image, car nos expériences sont modulées par le médium qui, selon la devise de McLuhan, est effectivement, du moins en partie, devenu le message. Les coups de pinceau des maîtres des années 50 n'étaient pas censés représenter quelque chose, ils devaient se borner à être autant de réalités nouvellement créées. Et Liechtenstein les a traités comme les artistes ont toujours traité la réalité, à savoir comme quelque chose qui est à mettre dans les œuvres d'art. Devenus des victimes, pauvres butins ayant perdu toute grandeur, ils fonctionnent comme des spécimens de quelque chose qui autrefois était vital et se retrouvent dans les œuvres représentationnelles qui démentent à tout point de vue les intentions des peintres, dont la vie s'était résumée à déverser la peinture comme des tuyaux devenus incontrôlables. En ce sens, les peintures de Liechtenstein sont une petite victoire dans la lutte avec la réalité. Si la toile est l'arène où a lieu le combat, alors dans les toiles de Liechtenstein, il a été perdu en faveur de la représentation.